Nous en sommes maintenant à la période de questions de réponse orale et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, à écouter le Premier ministre sur le projet de loi sur les tarifs d'électricité, on croirait que tout le monde a tort, sauf lui. Tous les experts le disent, au final, ce projet de loi, c'est un piège. D'ailleurs, selon le professeur Jean-François Blain, le projet de loi est de la poudre aux yeux. Le professeur Pierre-Olivier Pinault, des hautes études commerciales, dit « Les Québécois ne gagneront rien des 1,5 milliard annoncés ». Le journaliste Michel Gérard décrit le projet de loi comme un super cadeau à Hydro-Québec. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes croit que le projet de loi est improvisé et, au final, fera des petites et moyennes entreprises et des Québécois ceux qui paieront le prix. L'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité dit, quant à elle, se dit inquiète pour les sièges sociaux de ses membres. Et la Coalition des associations de consommateurs dit « Il est injuste, ce projet de loi, il va appauvrir les ménages vulnérables tout en freinant le développement économique. » Est-ce que le Premier ministre peut enfin écouter les commentaires unanimes qui lui sont adressés et s'engager à ce que ça coûte réellement moins cher pour les Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a augmenté les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. Ça, c'est factuel. Donc, à plusieurs reprises, le gouvernement actuel promet que l'année prochaine, les tarifs d'Hydro-Québec seront gelés, donc aucune augmentation, et que pour chacune des années suivantes, l'augmentation se limitera à l'inflation. Monsieur le Président, le Québec a la chance d'avoir les tarifs d'électricité parmi les plus bas au monde. Je trouve ça assez spécial que le Parti libéral, qui supposément est pro-environnement, demande de baisser les tarifs d'électricité, donc de donner des incitatifs pour gaspiller l'énergie. Ce n'est pas une bonne idée. Moi, je suis prêt à aller de l'avant avec un projet de loi qui est équilibré, qui rassure les Québécois, qui offre une prévisibilité, qui limite les augmentations à l'inflation. Je pense que c'est tout à fait approprié. Première complémentaire, toujours attentif, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les oppositions ici sont unanimes. Les intervenants sont unanimes. Le premier ministre et sa députée de Saint-Hyacinthe ont pendant des années crié au vol. Maintenant, ils garantissent deux choses. Ils garantissent de piger à deux mains dans les poches des Québécois et également de créer de nouveaux trop-perçus pour Hydro-Québec. Ces augmentations, Monsieur le Président, représentent 2,5 fois les augmentations des 4 dernières années. Pourquoi insistez-vous, Monsieur le Premier ministre, à donner carte blanche Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas d'hier qu'on parle des problèmes qu'amènent les règles actuelles de la Régie de l'énergie. Quand j'étais dans un autre gouvernement avec Lucien Bouchard, on en parlait régulièrement. Le problème actuel qu'on vit, c'est qu'il y a actuellement dans nos règles un incitatif chez Hydro-Québec à augmenter ses dépenses parce que plus que les dépenses augmentent chez Hydro-Québec, plus Hydro-Québec peut justifier des grosses augmentations de tarifs. Ce n'est pas une bonne approche de gestion. Nous, on veut avoir une approche de bonne gestion. Dire à Hydro-Québec, c'est l'inflation, c'est tout. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, voici ce que les experts sont venus dire en commission. Si le projet de loi est adopté, les augmentations de tarifs des familles vont doubler. C'est 100 millions de trop par année pendant 5 ans. Est-ce que c'est ça, votre fameux deal? Vider les poches des Québécois pour mettre des centaines et des centaines de millions dans les coffres d'Hydro-Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est assez spécial. Le gouvernement libéral a fait exploser les tarifs de garderie, a fait exploser les tarifs d'électricité. Ce qu'on vient dire aux Québécois, là, on l'a promis pendant la campagne électorale, c'est qu'au Québec, à l'avenir, aucun impôt, aucune taxe, aucun tarif ne va augmenter de plus que l'inflation. C'est une promesse, puis comme toutes nos promesses, on va la tenir.
Troisième complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. En tout respect, Monsieur le Président, le premier ministre n'est pas très crédible quand il parle d'Hydro-Québec. On se rappelle les 4 000 emplois qu'il voulait couper, il ne l'a pas fait. On parle de sa baie James du 21e siècle, ça n'arrive pas. On parle de ses deals promis à l'Ontario, ça n'arrive pas non plus. S'il voulait vraiment rembourser les Québécois, il leur ferait un chèque. Si le premier ministre veut tenir parole, il doit retirer son projet de loi. Allez-vous le faire? C'est une simple question de bon sens. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole et vous êtes le seul à l'avoir. Monsieur le Président, on se souvient tous ici d'un premier ministre libéral, Philippe Couillard, qui a dit en chambre ici, l'hydroélectricité, c'est du passé. C'est du passé. C'est effrayant de dire ça, Monsieur le Président. Le Québec peut devenir la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. Monsieur le Président, oui, on va continuer de faire des efforts. Il y a des intérêts au Massachusetts, il y a des intérêts à New York. On a une énergie qui est pas chère, qui est propre. On doit être fiers. Oui, l'hydroélectricité, c'est une énergie d'avenir. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette semaine marquait le premier anniversaire de l'élection du gouvernement de la CAQ. Un gouvernement marqué par une incapacité évidente à remplir ses engagements après avoir promis mer et monde aux Québécois. Après avoir martelé haut et fort pendant plus de 2 ans que les trop-perçus se devaient d'être remboursés, le premier ministre a lui-même fait volte-face quelques semaines après son élection, et je le cite, « Il n'a jamais été question d'un engagement d'1,5 milliard d'argent d'Hydro-Québec. Il faut comprendre que si l'on disait « Hydro-Québec, vous devez 1,5 milliard », il y aurait 1,5 milliard de moins dans le budget du Québec. Comment voulez-vous qu'on croie au bien fondé du projet de loi alors que même le premier ministre a déjà admis l'absurdité d'une telle idée? Monsieur le Président, quand est-ce que le ministre va enfin admettre que son projet de loi n'est que de la poudre aux yeux quant au remboursement des trop-perçus et n'est qu'une stratégie pour affaiblir la Régie de l'énergie? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, la Régie de l'énergie, suite au projet de loi 34, maintient l'ensemble de ses responsabilités. À la différence que ça ne sera pas aux 12 mois qu'il y aura des causes tarifaires, ça sera aux 5 ans. On appelle ça une simplification de la facturation. Pourquoi on veut la simplifier? Quand on regarde les 15 dernières années, c'est au-dessus de l'inflation. Il y a un groupe qui s'appelle la Fédération canadienne des contribuables qui est venu nous voir pendant les consultations. Celle-là, la même, en fin de compte, qui appuyait la signature d'une pétition, qui ont dit que si, dans les 15 dernières années, on avait effectivement appliqué l'inflation, plutôt que les hausses tarifaires données par la Régie, les Québécois auraient économisé 2,4 milliards de dollars. Le passé n'est pas garant du futur, effectivement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura un gel en 2020, impact financier sur une inflation de 1,7 de 200 millions, qui se répercute sur les 4 années suivantes, qui donne 1 milliard, et un remboursement sur la première facturation de plus de 500 millions de dollars. C'est l'engagement qu'on prend. L'engagement qu'on prend, c'est donner une prévisibilité à la clientèle. Puisque nous, on n'est pas un groupe d'intérêt, on travaille pour la clientèle. Première complémentaire, je vous demande votre attention encore une fois, par respect pour tous, de tous les côtés. Monsieur le député de Laval-des-Rapides, vous avez la parole. Monsieur le Président, clairement, le ministre a pour mission de nous rejouer sa cassette encore et encore. Malgré cet entêtement du ministre et son manque d'humilité, c'est dans un esprit d'unanimité qui se fait rare en politique que tous les groupes d'opposition étaient réunis ce matin. Option consommateurs, la FCEI, les consommateurs industriels d'électricité pour dénoncer encore une fois ce projet de loi qui risque de causer bien des torts aux Québécois. Le ministre va-t-il enfin arrêter de faire jouer sa cassette et écouter ses groupes en retournant à la table à dessert? S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, vous êtes le seul à avoir la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je répète la même réponse parce qu'on me pose la même question. Alors, on va être constant dans notre réponse. Alors, il y a plusieurs groupes qui sont venus en commission parlementaire. Certains étaient contre, certains étaient positifs, et d'autres, en fin de compte, s'interrogeaient. Mais globalement, ce projet de loi est très, très simple. Et la question que je posais à tous les groupes, quel est le risque pour la clientèle? Quel est le risque pour la clientèle? L'opposition souffle le chaud et le froid. Pourrait payer trop cher ou pas assez cher. La clientèle aura de la prévisibilité par un gel et par la suite une hausse à l'inflation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. On remarque depuis un an que la CAQ aime beaucoup gouverner au gré des sondages.
Comment alors le ministre réagit-il au sondage de ce matin qui démontre notamment que plus de 60 des Québécois seraient prêts à payer 1 $ de plus sur leur facture d'électricité pour s'assurer du bon fonctionnement de la régie? C'est presque le triple de ce qu'ils payent déjà. Et plus de 77 d'entre eux sont en accord avec le principe qu'Hydro-Québec devrait aller devant la régie à chaque année. Est-ce que le ministre va faire la seule chose honorable et retourner à la table de dessin et retirer son projet de loi? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, mon collègue réfère à un sondage comme quoi les Québécois seraient prêts à payer plus pour que le travail de la régie soit mieux fait. Écoutez, ce qu'on observe dans les dernières années lors des causes tarifaires, c'est 1500 questions qui sont posées, un processus de 8 mois qui coûte entre 10 et 15 millions à Hydro-Québec pour obtenir ce qu'on dit le juste prix. Ce qu'on observe dans le passé, je reprends 2014, une hausse, en fin de compte, par cause tarifaire de 4,3 Et a posteriori, on regarde les prévisions, est-ce qu'elles sont avérées justes? Un écart de rendement de 160 millions. C'est du simple au double. Le mécanisme actuel ne donne pas le prix juste et, en plus, est imprévisible. Mais sur la longue histoire, c'est au-dessus de l'inflation. Donc, on corrige, en fin de compte, par une stabilité des tarifs. Question principale, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Merci, Monsieur le Président. Si le gouvernement ne refait pas ses devoirs et s'entête à adopter le projet de loi 34 tel que présenté, ce sont les consommateurs qui vont en payer le prix. La vérité, c'est qu'un remboursement d'hydro, c'est un mirage et que la facture d'électricité augmentera plus vite qu'avant, selon les experts. Viviane de Tilly de l'Union des consommateurs affirmait « La crainte, c'est que les tarifs payés au cours des 5 prochaines années soient plus élevés que ceux qu'il aurait eus avec des audiences et un examen de la Régie de l'énergie. » Christian Corbeil d'Options consommateurs dit « Presque l'ensemble des intervenants à la commission parlementaire l'ont confirmé. Le projet de loi numéro 34 n'est pas à l'avantage des consommateurs. » Or, dans ce débat, Monsieur le Président, c'est silence radio du côté de la ministre responsable de la protection des consommateurs. Peut-elle se lever face à son gouvernement et se porter à la défense des clientèles qu'elle est supposée défendre? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, les chiffres sont entêtés. Les chiffres sont entêtés. Quand on prend la proposition du projet de loi des 5 prochaines années avec un gel et une augmentation de l'inflation et qu'on la répercute dans le passé à tout égard, 5 ans par 5 ans, c'est mieux que dans le passé. Dans le passé, en fin de compte, c'était au-dessus de l'inflation. À aucun moment, la proposition qu'on fait actuellement n'est pas meilleure que la tarification du passé. Elle donne une prévisibilité. Elle permet à l'ensemble de la clientèle de savoir quelle sera l'augmentation qui sera à l'inflation. L'inflation, coût de la vie. Ici, en cette Chambre, on a parlé cette semaine, si on proposait à des syndiqués, je vous gèle vos salaires l'an prochain puis je vous augmente à l'inflation, les gens diraient, hey, ça n'a pas de bon sens, c'est pas correct, c'est pas suffisant. On propose ça en termes de coûts, puis on trouve que c'est pas une bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est prévisible et c'est moins cher. C'est ça qu'on veut faire, nous autres. On pense à la clientèle. Et le 500 millions sera retourné à la première facturation l'année prochaine, en 2020. C'est ça, le PL 34. Première complémentaire, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Pas de commentaire, s'il vous plaît, Madame la députée. Vous êtes la seule à avoir la parole. Je continue. Normand Mousseau, spécialiste des questions énergétiques de l'Université de Montréal. Les consommateurs vont se faire avoir dans 2 ans, c'est clair. On risque d'avoir des augmentations plus élevées que celles que nous avons eues dans le passé. Jean-François Blain, analyste dans le secteur de l'énergie, dit « Le gouvernement essaie de mettre en place des conditions pour obtenir plus de revenus d'Hydro-Québec au détriment des clients québécois. » C'est clair pour tout le monde. Ça l'est probablement aussi pour la ministre de la Protection des consommateurs. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'entend pas, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, les groupes qui sont venus intervenir en commission, je comprends qu'année après année, à chaque année, à tous les 12 mois, viennent à la cause tarifaire de la Régie de l'énergie pour faire valoir leur point. On a démontré clairement, en réalité, que les tarifs fixés par la Régie, par le processus de la Régie, sont toujours à côté de la réalité. Sont toujours à côté de la réalité de manière importante. Et du même souffle, ces groupes-là nous disent 2 choses. Nous disent tout et son contraire. Nous disent dans les prochaines années, la clientèle va payer trop cher. Et dans 5 ans, il va y avoir un choc tarifaire parce qu'il n'aura pas payé assez cher. On dit tout et son contraire pour faire planer un faux risque. Un faux risque qui ne s'est jamais matérialisé dans le passé. En terminant. Si on appliquait ce processus-là dans les années passées, jamais le risque ne se serait matérialisé. Deuxième complémentaire. Je vous demande encore une fois votre attention.
être attentif tant aux questions qu'aux réponses. Madame Hulté, à vous la parole. Merci. Contrairement à ce que le ministre dit, le projet de loi 34 fait l'unanimité contre lui. Le gouvernement ne peut pas faire la sourde oreille aux critiques. Les Québécois paieront le prix de l'entêtement du gouvernement. Le pire, Monsieur le Président, c'est que le ministre de l'Énergie lui-même a avoué fin septembre que ça pourrait être un peu pire pour les clients d'Hydro-Québec. La ministre va-t-elle enfin joindre sa voix au groupe qui ont demandé ce matin au gouvernement de refaire ses devoirs, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, s'il vous plaît. La réponse et la parole n'appartient qu'au ministre. Ma collègue me donne l'occasion justement de clarifier ce qui a été mentionné. Alors, à une question, est-ce que ça pourrait être pire ou mieux? Année après année, on a observé dans le passé, des fois c'était sous l'inflation, puis des fois c'était au-dessus de l'inflation. Donc, c'est sûr qu'à l'inflation, ça pourrait être pire ou mieux qu'une situation ponctuelle. Mais sur 5 ans, sur 15 ans, sur 40 ans, si on avait appliqué l'inflation dans les tarifs d'Hydro-Québec, les Québécois auraient été gagnants. Sur 15 ans, c'est 2,4 milliards qui auraient été économisés. Et politiser le processus, Monsieur le Président, savez-vous c'est quoi? C'est quand on oblige Hydro-Québec à faire des investissements non rentables, comme on a vu dans le passé, qui viennent augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de commentaires. Vous connaissez aussi les règles, pas besoin de vous les rappeler. Maintenant, la parole appartient à la chef du deuxième groupe d'opposition. La parole est à vous, Madame la chef. Merci, Monsieur le Président. Hier, on a été témoin d'une grande unanimité dans cette Chambre. Les excuses de l'État québécois au peuple des Premières Nations et Inuits sont un pas dans la bonne direction nécessaire pour la réconciliation. J'ai entendu le premier ministre hier reconnaître que la dignité de nos frères, et particulièrement celle de nos sœurs autochtones, avait été bafouée. J'ai entendu le premier ministre affirmer qu'à partir de maintenant, l'État québécois allait répondre présent. Je veux y croire, Monsieur le Président. Mais nous savons, et les Autochtones le savent mieux que quiconque, la sincérité des excuses se mesure dans l'action. C'est tout à l'honneur du premier ministre d'avoir réalisé cette première recommandation de la Commission Vient au nom du peuple québécois. Maintenant, il en reste 141 autres à mettre en œuvre. Pour y arriver de façon satisfaisante et durable, la fondation de ce chantier-là, c'est des relations politiques d'égal à égal. Donc, moi, Monsieur le Président, je m'attends à ce que mon chef d'État s'assoie avec les chefs des Premières Nations et des Inuits, de chef à chef. C'est ça, un dialogue de nation à nation. Est-ce que le premier ministre s'engage à établir des relations de chef à chef, d'égal à égal, avec les premiers peuples? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dès les premières semaines de mon mandat, j'ai rencontré les différentes communautés autochtones et je suis toujours disponible pour les rencontrer. Je les ai rencontrés déjà à au moins 3 ou 4 reprises. Maintenant, Monsieur le Président, il y a une ministre responsable des Affaires autochtones. Puis quand j'ai rencontré les grands chefs en privé hier, ce qu'ils m'ont dit surtout, c'est qu'ils souhaitent faire affaire avec la responsable de la police, la responsable de la santé, les responsables des différents services qui ont été manquants à plusieurs communautés autochtones. Donc, Monsieur le Président, je vais m'assurer qu'on donne des suites aux recommandations parce que je suis d'accord avec la chef de Québec solidaire. C'est bien beau des excuses, mais maintenant, il faut changer les choses, il faut passer à l'action. Il y a des choses qui sont arrivées du côté policier qui sont inacceptables. Il y a des services pour nos jeunes, pour les femmes autochtones qui n'ont pas été donnés. Donc, je vais m'assurer avec toute l'équipe du gouvernement que ces services-là soient donnés et soient donnés dans la dignité. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, en fait, je suis contente d'entendre ça. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de leur inquiétude hier. J'en ai discuté avec plusieurs d'entre eux et d'entre elles. Et dans les faits, une des inquiétudes marquantes, c'est que les priorités, les façons de faire soient déterminées par notre gouvernement et non pas par ces gens-là, avec ces gens-là. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut s'engager à ce que le plan de match soit déterminé avec les Premières Nations et les Inuits? Monsieur le Premier ministre. Absolument, Monsieur le Président. J'ai entendu certains membres de l'opposition
dire qu'il fallait donner ce rôle-là à la protectrice du citoyen. C'est pas ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on prenne des décisions ensemble, les membres du gouvernement, les représentants des nations autochtones, pour bien s'assurer que ça soit fait en respectant l'autonomie, parce que c'est une difficulté, effectivement. On a comme 3 joueurs d'impliqués. Il y a le gouvernement du Québec, il y a le gouvernement fédéral, puis il y a les nations autochtones qui tiennent à leur autonomie, qui tiennent à gérer une bonne partie de leurs services. Donc, on va le faire avec les communautés autochtones. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Alors, en fait, c'est extraordinaire. On va faire les choses dans l'ordre. C'est ce que vous me dites. Premièrement, on a répondu au premier appel, c'est-à-dire les excuses. Deuxièmement, il y a un deuxième appel. Et laquelle le gouvernement de la CAQ s'est engagé en campagne électorale, c'est-à-dire de reconnaître et mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, au lendemain de nos excuses historiques, est-ce que le premier ministre est toujours prêt à considérer ce geste important? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec adhère au principe de la Déclaration des Nations unies pour les peuples autochtones, les principes. Par contre, il y a des implications juridiques. Il y a des implications juridiques, là. J'allais faire une farce que je ne ferai pas, là, mais le droit à l'autodétermination et de s'assurer que le Québec est indivisible, il faut être certain de protéger ça. Donc, il faut être prudent, d'accord avec les principes, mais on veut garder le territoire québécois de façon indivisible, protéger l'autodétermination. Je vois que le chef du Parti québécois est d'accord avec moi. En terminant. Donc, Monsieur le Président, on va faire ça correctement. Question principale, Madame la députée de Joliette. Imaginez-vous donc, Monsieur le Président, qu'hier, dans la poursuite de l'étude du projet de loi sur les maternelles 4 ans, on a encore eu droit à de nouveaux chiffres. Le ministre a affirmé que, bien que le maximum d'enfants par classe soit théoriquement de 17, la moyenne ne pourrait pas dépasser 14. Plus les ratios sont bas, mieux c'est, bien évidemment. Mais le hic, c'est que lorsqu'on fait le calcul, la cible du gouvernement de 2600 classes et donc de 50 de fréquentation des enfants, elle ne tient tout simplement plus la route parce qu'elle a été faite sur la base de 17 enfants par classe. Si on ramène ça à 14, ça prendrait 600 classes de plus, donc 500 millions de dépenses supplémentaires. Est-ce que le ministre de l'Éducation va donc annoncer ce matin à son collègue, le président du Conseil du Trésor, qu'il doit budgéter un demi-milliard de plus pour le projet, ou va-t-il enfin faire la chose responsable, mettre le dossier sur pause et prendre Monsieur le temps... le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. Moi, j'aurais jamais dit ça. S'il vous plaît. Monsieur le Président, peu importe ce qui arrive, peu importe l'opposition, la solution, c'est toujours d'arrêter de déployer les services aux jeunes. Alors, il va dans un festival, dans un boulier de chiffres qu'elle sort comme ça, qu'elle nous balance, et à la fin, ça se termine par, s'il vous plaît, arrêtez de déployer les services, moratoire, pas de recul, on arrête. C'est une mauvaise idée, Monsieur le Président. Il y a des enfants, en ce moment, qui auraient pu fréquenter la maternelle 4 ans, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'on n'a pas pu en déployer autant qu'on aurait voulu cette année. L'an prochain, on veut déployer les services dans plus d'écoles, et pas seulement en milieu défavorisé, parce qu'il y a un paquet de jeunes qui ont des besoins à l'extérieur des milieux défavorisés, soit parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles, même s'ils sont dans un code postal supposément favorisé, soit tout simplement parce que c'est un bon service dont ils pourraient bénéficier, parce que le libre choix des parents, ce serait de les envoyer à maternelle 4 ans, mais malheureusement, si on n'adopte pas le projet de loi, on ne pourra pas offrir ce service aux élèves, aux parents, aux enfants. Alors non, on ne fera pas un moratoire sur le déploiement de la maternelle 4 ans. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Avec une telle absence de réponse, c'est pas surprenant que les Québécois ne suivent pas le gouvernement dans le dossier. D'ailleurs, ça semble aussi être le cas du président du Conseil du Trésor qui a déclaré la semaine dernière en entrevue « C'est sûr qu'on va pousser l'analyse plus loin parce qu'en ce moment, avant de faire les 2000 classes qu'on voulait faire, avant d'en faire d'autres, c'est évident
qu'on va s'assurer que les coûts sont raisonnables et qu'ils vont avec la capacité de payer des citoyens. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut donc raisonner son collègue de l'Éducation? Et je sais que c'est délicat. Monsieur le Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup cette question-là de la députée de Joliette parce que je pense qu'il est important de clarifier les coûts dont elle parle, soit les coûts d'explication où mon collègue a bien répondu versus les coûts d'investissement dans les écoles. Ce sont deux choses complètement différentes. Lorsqu'on parle des coûts d'exploitation, on regarde les coûts d'avoir le nombre de professeurs, le nombre de personnes qui s'occupent de nos enfants. C'était la première partie de sa question. Concernant le coût lui-même des maternelles, c'est-à-dire le coût physique des immobilisations, j'ai effectivement dit la semaine dernière que même si c'est les mêmes coûts, environ 800 000 qui ont été les premiers coûts des maternelles 4 ans, nous allons examiner ces coûts-là sérieusement pour s'assurer Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Alors, s'il est pour examiner les coûts, est-ce qu'il est d'accord avec les nouveaux chiffres de son collègue de l'Éducation? Est-ce qu'il va donc répondre à cette question que je lui pose depuis hier? Est-ce qu'on va augmenter, pour répondre à la cible de 50 de fréquentation, le nombre de classes à 3 200? Donc, le président du Conseil du Trésor va budgéter un demi-milliard de plus? Ou, encore une fois, on va réduire la cible de fréquentation qui est passée de 90 en campagne électorale à 50 il y a quelques semaines et maintenant autour de 40 Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est quand même spécial d'entendre ma collègue nous reprocher de vouloir faire mieux, de vouloir gérer avec encore plus d'efficacité les fonds publics. Évidemment qu'on veut réduire les coûts de construction. Si on peut le faire, on va le faire. On va le faire aussi en transport. On va le faire aussi partout où on peut faire plus avec chaque dollar. Là, on va le faire. Ensuite, je vais vous dire que l'article 1 du projet de loi, puis ma collègue était là, on l'a adopté ensemble. L'article 1, c'est de dire qu'on va déployer le service de manière universelle. Non obligatoire, mais universelle, comme la maternelle 5 ans. Alors, à la fin, chaque parent aura la possibilité d'inscrire son enfant en maternelle 4 ans. C'est ça l'objectif, offrir le meilleur service, réduire les vulnérabilités. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, en mai 2018, le chef de la CAQ, l'actuel premier ministre, a signé une entente visant une réforme du mode de scrutin. Dans cette entente, il est écrit noir sur blanc qu'il s'engageait formellement à ce qu'un nouveau mode de scrutin soit en place pour la prochaine élection. Maintenant qu'il est au pouvoir, le premier ministre et son caucus reculent. On a tous compris ça. Après plusieurs mois de tergiversation, le projet de loi 39 a finalement été déposé la semaine passée. Sur un projet de loi qui touche au fondement même de notre démocratie, le gouvernement veut limiter le débat à l'Assemblée nationale. Le gouvernement refuse de tenir des consultations générales qui seraient de mise. Pourtant, rappelons que la ministre responsable des institutions démocratiques et de la réforme électorale disait pas plus tard que le 16 mai dernier, et je la cite, « prendre le temps nécessaire de procéder à l'étude en profondeur du projet de loi et consulter les citoyens le plus largement possible. Veulent-ils limiter le débat? » Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours important pour moi d'être capable de me lever sur la question de la réforme du mode de scrutin parce que plus on en parle, plus on fait connaître cet objectif qui est pour la démocratie de nos citoyens, mieux c'est. Alors, merci beaucoup à mon collègue de La Fontaine de me permettre, encore une fois, de mettre en lumière cette belle réforme que nous avons proposée, que nous avons déposée par le biais d'un projet de loi la semaine dernière. Ceci étant dit, je suis un peu étonnée de la remarque de mon collègue parce que dans le peu de discussions que j'ai réussi à avoir avec le Parti libéral sur la question, d'ailleurs, en étude de crédit, son prédécesseur a mentionné le fait qu'un référendum serait réapproprié. Il y a donc un référendum qui est, je pense, la consultation la plus ultime et élargie possible. Pour ce qui est des consultations particulières qui auront lieu, naturellement, tous les groupes d'opposition sont les bienvenus pour nous faire part de leurs recommandations quant aux groupes qui seront entendus et on pourra en discuter. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, consultation particulière, c'est pas ce qu'elle disait le 16 mai dernier quand elle voulait la consultation la plus large possible. La consultation la plus large possible, c'est la consultation générale. Alors, force est de constater qu'il y a un recul là-dessus. Même le premier ministre a dit la semaine passée, et je le cite, « J'avoue que c'est plus complexe que ce que je pensais », fin de la citation. On vient d'entendre la ministre nous dire qu'elle veut, je la cite, « mettre en lumière la réforme ». Bien, la façon de mettre en lumière la réforme, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte de rendre public toutes les études et analyses. Va-t-elle le faire? Études et analyses. Madame la ministre de la Justice.
Ce à quoi mon collègue fait référence, Monsieur le Président, effectivement, j'ai mentionné de vouloir faire la consultation le plus large possible, et il y a à peu près de cela 1 an au début du processus. Cette consultation-là peut prendre plusieurs formes. Hein? Une des formes qu'elle a prises dans la dernière année, qui nous a permis d'amener un projet de loi avec les modalités qui respectaient justement les objectifs de plus de proportionnalité, mais également le poids des régions, le lien des députés, le lien des gens avec leurs députés, la stabilité du gouvernement. C'est par le biais d'une consultation très large que j'ai menée auprès des membres de la société civile et auprès des partis de l'opposition, Parti libéral qui a été invité, mais qui a décliné mon invitation à ce moment-là dans ces consultations-là. Donc, on aura également des consultations particulières. Il y aura également un référendum. Deuxième complémentaire. Pas de commentaire, s'il vous plaît. On continue à être attentif. La parole vous appartient, Monsieur le député. On voulait une consultation générale comme elle le souhaitait le 16 mai. C'est mis au rencard. On veut les études et les analyses sur un projet de loi qu'elle dit elle-même être colossal, qui a requis un travail colossal des dernières années. Elle veut un débat éclairé. Elle dit qu'il y aura consultation, référendum, mais ça sera en 2022. Ce qu'on demande, Monsieur le Président, c'est très clair. Un débat sur une question fondamentale quant à notre démocratie, consultation générale, et avoir dès maintenant, immédiatement, toutes les études et analyses sur un projet de loi compliqué qui a requis un travail colossal. Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, mon collègue a raison. Une consultation est importante. Une consultation prend plusieurs formes et ce n'est pas nécessairement la consultation parlementaire qu'il réclame. Il y a eu dans la dernière année des consultations, des rencontres multiples avec plusieurs intervenants de la société civile qui sont bien au fait des préoccupations de tout le monde. Il y aura des consultations particulières, des négociations auront lieu entre nos leaders respectifs. Il est d'ailleurs le leader de l'opposition officielle. Il pourra faire sa liste de demandes et tous les groupes qu'ils veulent entendre, toutes les préoccupations qu'ils ont, on pourra en débattre à ce moment-là. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. René Lévesque et Jean Garon ont créé un outil puissant pour protéger notre territoire agricole. Cette commission a émis un avis défavorable à l'implantation d'un centre de données de Google à Beauharnois, en plein sur des terres cultivées, dans une région où on a déjà perdu l'équivalent de 3000 terrains de football depuis 1990. Mais voilà que le gouvernement émet un décret pour contourner notre chien de garde agricole et priver des producteurs de l'accès à des terres dans une région où il est plus possible d'en trouver. Ce gouvernement supposément nationaliste n'arrête pas de se péter les bretelles, qui fait tout pour protéger l'identité québécoise contre les étrangers. Mais entre les multinationales étrangères et la protection du territoire québécois, il n'hésite pas longtemps. Encore une fois, il se couche. Selon le ministre de l'Agriculture, c'est quoi la vocation d'une terre agricole? Produire de la nourriture pour les gens d'ici ou collecter des données pour une multinationale étrangère? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, dans un premier temps, je veux vous rassurer et rassurer ma collègue que la question de la protection du territoire agricole est quelque chose qui est d'une très grande importance pour moi. Pour mes collègues partagent cette même importance, puis c'est une priorité pour notre gouvernement. Il est arrivé dans le passé, à quelques reprises, que le gouvernement s'est servi d'un article de la loi sur la protection du territoire agricole pour soustraire un terrain à la juridiction de la Commission de protecteurs agricoles, dans des situations où les terrains pourraient avoir des valeurs stratégiques. Dans le cas qui nous concerne, la décision qu'on a prise, Monsieur le Président, est effectivement parce que ce terrain-là revêt une haute valeur stratégique d'un point de vue du développement économique et d'un point de vue de la prospérité pour tous les Québécois, Monsieur le Président. Par contre, je veux rassurer ma collègue que, dans un premier temps, il n'y a pas de projet d'annoncer. Il n'y a rien qui se passe sur ce terrain-là. S'il arrivait, Monsieur le Président, qu'un projet se déclarait, je peux vous assurer que le gouvernement va mettre la même énergie pour faire en sorte que toutes les mesures seront prises pour compenser et mitiguer l'impact sur le territoire agricole, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Rosemont, merci, Monsieur le Président. Cette semaine, le ministre de l'Économie a affirmé, et je cite, « Nous avons carrément un programme qui est illimité en termes de ce qu'on peut faire pour aider l'économie. » Fin de la citation. À voir les salam-alek que le gouvernement est prêt à faire pour séduire Google, on est bien obligé de prendre un ministre au mot, et c'est très inquiétant, Monsieur le Président. Alors, jusqu'où ira le gouvernement nationaliste de la CAQ pour faire plaisir à des multinationales milliardaires qui débarquent ici en terrain conquis? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je suis soucieux et conscient de la question. Je pense que le mandat que j'ai obtenu du premier ministre est d'une part,
augmenter la productivité du Québec. Et pour ce faire, il faut créer des sièges sociaux d'envergure qui sont capables de compétitionner au niveau international. Mais considérant notre grosseur, je pense qu'il est aussi important de convaincre des donneurs d'ordre étrangers de venir s'établir au Québec dans des créneaux où nous avons besoin d'aide. Alors, on peut en même temps donner un essor à nos sociétés québécoises qui sont d'envergure internationale et en même temps, on est capable, avec notre programme, de pouvoir attirer certains joueurs internationaux pour pouvoir être compétitifs et pouvoir permettre à l'écosystème Deuxième complémentaire, Québec... M. le député de Rosemont. Et au diable les terres agricoles. Au Québec, on a connu l'époque, Monsieur le Président, de la tonne de fer à une scène de Duplessis. Aujourd'hui, on a la version 2.0 de l'économie colonisée. On donne les terres agricoles, on brade l'hydroélectricité, on donne des congés fiscaux. On paye même le quart des salaires d'entreprises milliardaires comme Google. Ben, coudonc, un chausson avec ça? Monsieur le Président, on va-tu aussi payer l'aménagement paysager autour de la shop de Google, ces terres agricoles de Beauharnois? Monsieur le ministre de l'Économie. Je ne répondrai pas à la question spécifique au cas où il réfère, parce qu'il n'est pas encore annoncé, mais je dirais tout simplement que quand on veut avoir des donneurs d'ordre internationaux, il faut donner des choses en tour. Je vais référer à l'exemple de Mitsubishi, par exemple, où on a permis à cette société-là, qui est en compétition contre Nagoya, contre Dallas, contre Seattle, de venir s'établir au Québec. On va leur donner certains aménagements parce qu'ils vont créer 250 emplois à 150 000 par année. Alors, je pense que de ne pas permettre aux communautés étrangères de venir au Québec et de nous donner une plateforme pour qu'on puisse avoir un écosystème performant, je pense que c'est manquer d'envergure. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, mardi, sur la très mauvaise idée du projet pilote d'installer sur la 50 une clôture sous les normes recommandées, le ministre a répondu « ça se fait en Oregon ». On est allé voir. Sur 6,5 millions de kilomètres de route aux États-Unis, il y a seulement un minuscule segment de 3 kilomètres en Oregon, justement, avec une clôture installée comme ça, toute une référence. Radio-Canada a demandé l'opinion des experts. Celui de l'Alberta a dit on ne ferait pas ça. Celui du Québec, on ne ferait pas ça. La route, tous les experts considèrent qu'on ne peut pas comparer la route de l'Oregon avec celle du Québec. Et, en plus, il y a l'hiver. Il n'y a pas d'hiver en Oregon. Avec sa clôture, le milieu de la route ne sera pas dégagé, ce qui va rétrécir la route. Et selon les experts, si la charrue accroche la clôture, il va falloir fermer la route, évidemment, pour la réparer. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va cesser d'improviser aux dépens de la sécurité de la population de l'Outaouais? Monsieur le ministre des Transports, la parole vous appartient. Nous sommes tous attentifs. Monsieur le Président, oui, ça se fait en Oregon, oui, ça se fait en Suède. Est-ce que l'ancien député, l'ancien ministre nous reproche de faire quelque chose pour sécuriser la 50? Vous avez été au pouvoir pendant presque 15 ans. 4 ministres des Transports, dont celui qui est assis en arrière de vous, ministre des Transports, ministre responsable de l'Outaouais, qui n'a pas levé le petit doigt pour sécuriser la 50 pendant son année au pouvoir. Et aujourd'hui, vous nous dites, bien, finalement, la clôture, c'est pas bon. C'est irresponsable de votre part de prétendre qu'on met la vie des gens en danger, Monsieur le député. C'est irresponsable. C'est un projet pilote qui va prendre place et début 2021, on va élargir cette portion de l'Ange gardien à Gatineau. C'est ça qu'on fait pour les gens de l'Outaouais. Vous devriez arrêter de faire peur aux automobilistes de l'Outaouais. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de continuer à vous adresser à la présidence, évitez de vous interpeller. Je demande aux députés de Lapinière de prendre la parole. Monsieur le Président, c'est didactique. C'est didactique. Monsieur le Président, la clôture du ministre, quand un véhicule rentre dedans, elle est faite pour céder un peu. En Oregon, la route a 4 voies. Quand un véhicule rentre dedans, elle cède, mais à 4 voies. L'autre en face a une chance d'éviter le face-à-face. Au Québec, on a 2 voies. Elle va céder, il va y avoir un face-à-face. C'est quoi le bout que le ministre ne comprend pas là-dedans? Monsieur le ministre des Transports, nous sommes tous attentifs. Collaboration, s'il vous plaît. Le bout, Monsieur le Président, que le député ne comprend pas, c'est que les ingénieurs du ministère des Transports ont donné leur aval à cette installation. C'est un projet pilote sur 6 kilomètres et je vais tout faire avec mon collègue de l'Outaouais pour sécuriser les automobilistes de l'Outaouais, pour sauver des face-à-face. On investira toutes les sommes pour sauver toutes les vies possibles en Outaouais. Et je le répète, Monsieur le Président, c'est irresponsable d'un ancien ministre de prétendre à la télévision qu'on va mettre des vies en danger.
Deuxième complémentaire. Pas de commentaire, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'au député de Lapinière. Je n'expose que les faits comme celui-ci. La population de l'Outaouais ne veut pas être le cobaye du ministre avec son projet pilote de clôture de broche à foin. Elle ne veut pas d'une patente qu'on va mettre aux poubelles dans 2 ans. Elle demande que le ministre de la Famille responsable de l'Outaouais se tienne debout. La population de l'Outaouais a droit au maximum de sécurité maintenant, laquelle viendra avec l'élargissement de la 50 à l'Ange Gardien. Comme l'avait annoncé mon collègue de Pontiac, le ministre va-t-il reculer et prendre la bonne décision? Attention aux propos et aux mots que vous utilisez, vous le savez également. Alors soyons prudents sur les propos. Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, avant d'être ministre de la Famille, avant d'être ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis d'abord et avant tout député de Papineau, dans la même région que l'ancien ministre des Transports, le député de Pontiac. Dans ma circonscription, sur ce tronçon-là, cet été, il y a eu des décès. Il y a eu 2 décès. Il y a eu plusieurs collisions qui ont causé des blessures graves. Il y a une dame enceinte qui a perdu son bébé. Quand les gens téléphonent à mon bureau de circonscription, ce qu'ils veulent, c'est qu'on sécurise l'autoroute 50. J'ai été journaliste en Outaouais pendant 10 ans. Le Parti libéral n'a jamais levé le petit doigt pour la sécuriser, l'autoroute 50. On arrive au pouvoir en moins d'1 an. On a mis une solution sur la table. Moi, je suis très fier de mon gouvernement. On va sauver des vies. C'est responsable. Question principale. Non, s'il vous plaît. Oh, que vous connaissez la règle, j'en suis convaincu. Alors, vous dites, on n'aurait pas dû. Vous avez raison. Alors, pas de commentaires, s'il vous plaît. Maintenant, la parole appartient au député de Néligan. S'il vous plaît. Monsieur le Président, le programme d'expérience québécois est un des meilleurs programmes d'intégration dans le marché d'emploi d'étudiants étrangers et de travailleurs temporaires. En consultation, les organismes ont tous dit que le moratoire imposé pour le PEC, pour les étudiants étrangers, est une mauvaise idée. Lorsque nous avions posé la question du pourquoi au ministre, il se contentait de dire que c'est temporaire. Pourtant, c'est une clientèle pour laquelle le Québec est en compétition mondiale. Quand on se compare avec le Canada, on est les derniers. Quand on se compare aux autres métropoles, nous sommes encore derniers. Ce n'est pas clairement en imposant un moratoire qu'on va améliorer la situation. Puis encore, maintenant, nous savons que le temporaire est pas mal permanent. On a appris la semaine dernière que le gouvernement allait limiter le volume de demandes reçues. Pourquoi le ministre de l'Immigration veut-il diminuer le nombre de talents et travailleurs disponibles alors que nous sommes en pleine pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Je suis content que le député Néligan pose cette question-là. Parce que vous savez, il y a plusieurs façons d'immigrer au Québec. L'une des façons, c'est le programme d'expérience québécoise, qui est un nouveau programme depuis 2010. Au départ, ce programme-là n'était pas très populaire. Il a pris énormément d'expansion. Le Parti libéral, suite aux premières années d'expérience, a resserré les critères. On se retrouvait dans une situation actuellement où l'autre façon d'immigrer, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés avec le système ARIMA que nous avons lancé l'été dernier avec les premières invitations, justement pour sélectionner les personnes en fonction des besoins du marché du travail. Il est nécessaire, Monsieur le Président, que nous puissions sélectionner les personnes migrantes en fonction des besoins dans chacune des régions, Monsieur le Président. C'est fondamental d'avoir cet arrimage-là entre les emplois qui sont disponibles et le profil des candidats. Et trop longtemps, Monsieur le Président, la façon dont le Parti libéral a géré l'immigration, c'est de faire en sorte que vous passiez dans la grille de sélection uniquement avec un pointage. Maintenant, on va s'assurer que les gens qui viennent ici puissent travailler dans leur domaine de compétences, dans leur domaine d'expérience, dans leur domaine de formation, mais surtout aussi que ça soit gagnant pour le Québec pour que ça puisse répondre aux emplois qui sont disponibles ici. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le moratoire va aussi exclure certaines catégories de travailleurs temporaires étrangers. Rien que la semaine dernière, Garneau Textile, un fleuron de la région de Québec, ferme une de ses usines, pas par manque de contrat, mais par manque de travailleurs. Quand est-ce que le ministre de l'Immigration va-t-il finalement écouter les entreprises qui peinent à combler les postes? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on est très sensible au gouvernement ici à trouver une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Je l'ai toujours dit, l'immigration peut constituer l'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Mais encore faut-il choisir les personnes immigrantes en fonction des besoins du marché du travail.
Monsieur le Président, ce qui est malheureux, c'est que durant des années, le Parti libéral était au courant. On parle de la pénurie de main-d'œuvre. On a eu ce débat-là avec la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Dès 2003, on parlait de la pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a rien qui a été fait pour arrimer l'immigration avec les besoins du marché du travail. C'est ce qu'on a fait avec le projet de loi 9, justement. C'est ce qu'on a fait avec le lancement d'Arima. C'est ce qu'on fait présentement avec les différents travaux qui sont en cours. Honnêtement, Monsieur le Président, le député de Néligan devrait nous féliciter pour les actions qu'on prend. On n'est pas dans le statu quo comme eux l'étaient. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, la CAQ se dit vouloir défendre l'économie du Québec, la faire prospérer, défendre les sièges sociaux. Pourtant, les entreprises commencent à refuser des contrats et, dans certains cas, ferment leurs portes faute de demande. Ça va prendre combien de fermetures pour que le ministre de l'Économie intervienne face aux décisions anti-économiques du ministre de l'Immigration? Ministre de l'Économie, pas de commentaire, s'il vous plaît. À vous la parole. Alors, Monsieur le Président, je peux rassurer le député de Néligan que ma préoccupation première, le plafond de verre du Québec en termes de développement économique, c'est l'emploi. Et je peux vous confirmer aujourd'hui qu'avec mon collègue Jean-François Roberge, on travaille étroitement pour que mon collègue ministre de l'Éducation, on travaille étroitement parce que 55 des besoins de main-d'œuvre des prochains 10 ans vont venir de l'éducation. L'immigration, c'est 22 On travaille étroitement avec le ministre du Midi. Alors, on prend toutes les mesures avec le ministre du Travail, avec le ministre de l'Immigration, avec le ministre de l'Éducation. On travaille ensemble, les quatre, ce qui est rare, si on est habitué à ça, pour pouvoir avoir une adéquation et de permettre aux entreprises d'avoir de la main-d'œuvre. On met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.